Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach, spécialiste du bien-être amoureux. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mariesoleilcordeau.com et vous allez voir que j'accompagne les femmes qui vivent une rupture amoureuse ou qui éprouvent des difficultés en couple. Je les aide à arrêter de souffrir, à retrouver leur joie de vivre, leur énergie et leur confiance en elles. Aujourd'hui, je vous présente la seconde partie de l'entrevue que j'ai réalisée avec l'auteure québécoise Mylène Gilbert-Dumas. C'est avec beaucoup de générosité que Mylène m'a reçue dans sa résidence de Sherbrooke pour discuter de son dernier roman « Détour sur la route de Compostelle ». Quand j'ai eu fini de lire ce livre-là, j'ai tout de suite voulu contacter Mylène et faire une entrevue avec elle parce que je voulais vous la faire connaître et vous faire connaître ce roman-là qui s'inscrit vraiment dans la lignée de ce que je vous transmets depuis des années à travers mes capsules vidéo. Donc, je vous invite à écouter cette entrevue, puis évidemment à vous procurer ce livre qui est extrêmement touchant et qui va peut-être modifier votre vision de l'amour et votre vision de la vie en général. En tout cas, je souhaite qu'il vous touche autant qu'il m'a touché moi. Sur ce, bonne écoute. C'est un thème récurrent dans tes romans, en tout cas dans ce cycle de la lenteur, que tes héroïnes transforment leur vie complètement. Oui, mais ça, c'est un peu mon dada. C'est pas juste dans le cycle de la lenteur, parce qu'il y a la même chose dans mes romans historiques Oui, aussi. c'est vrai. C'est le fait de prendre en main sa vie. C'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, parce que, bon, j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. C'est pas parce que on n'est pas malheureux, qu'on n'est pas obligé de changer sa vie. Je me dis souvent, tu sais, c'est pas ça qu'on veut. Parce que tant qu'on n'a pas pris conscience, je dis souvent, tu sais, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de rewind, là. Il n'y a pas de comme la cassette vidéo, là, tu sais, qu'on peut reculer puis recommencer, qu'il n'y a pas de replay, il n'y a rien. Quand on meurt, c'est fini. Ça a l'air niaiseux dit comme ça, hein, c'est une grande évidence. Mais tant qu'on ne l'a pas ressenti en dedans, on pense toujours qu'il reste bien gros du temps en avant. Tu sais, là, puis qu'on fera ça plus tard, puis on fera ça plus tard, puis on fera ça plus tard. Puis moi, quand j'enseignais, je m'étais dit, je vais écrire un jour quand je vais prendre ma retraite, tu sais. Et j'ai un de mes amis qui a pris sa retraite à 55 ans, il a pris une vraie retraite, puis ça a brisé son couple, tu sais, mais il voulait peindre, il était courtier en immobilier, il voulait peindre, puis bon, ça a brisé son couple, ça a fait des froids un peu partout parce qu'il avait beaucoup moins d'argent, il était obligé de déménager, tu sais. Mais c'est ça qu'il voulait faire. Et il a fait un ACV 5 ans plus tard, puis il a paralysé à moitié, puis ensuite, il en a refait un autre un an et demi après. Puis là, il a tellement paralysé que, bon, quelqu'un a dû l'aider, là, mais il a ramassé la morphine, puis il s'est donné une overdose. Puis ça m'a beaucoup... j'avais 30 ans. Et il m'avait dit, quand j'étais allée le voir à l'hôpital après le premier ACV, il m'avait dit, tu sais, attends pas d'écrire quand tu vas arriver à ta retraite, tu sais même pas si tu vas te rendre jusque-là. Ben, jusqu'à 30 ans, j'avais jamais pensé que je me rendrais pas à ma retraite, tu sais, là. C'est comme, on a la vie en avant de nous, puis on s'arrête pas à dire, je peux mourir en traversant la rue, là. Mais là, quand mon ami est mort comme ça, mais surtout quand il m'avait dit ça à l'hôpital, tu sais, si t'attends d'arriver à la retraite pour écrire, t'écriras peut-être jamais. Et c'est tellement ça que je voulais faire, que j'ai commencé à écrire à 30 ans à cause de ça. J'ai commencé à travailler à temps partiel à l'école, puis à écrire. J'ai écrit mon premier roman comme ça, parce que... Puis ça a été un changement de vie monumental, de dire, OK, c'est ça que je fais. Puis ça ne fait pas l'affaire des autres autour. Quand on décide que c'est ça qu'on veut faire de notre vie, il y a tout le temps des insatisfaits autour. Il y en a tout le temps. On ne peut pas plaire à tout le monde. Les gens aiment bien qu'on soit ce qu'ils pensent qu'on est, puis qu'on s'occupe des autres, puis qu'on ne cherche pas plus loin. Mais comment qu'on lâche prise sur les autres qui ne sont pas d'accord? Ben, en fait, moi, je te dirais que l'importance que j'ai accordée à l'écriture était tellement grande que ça fait pas votre affaire. Je le sais que ça vous fait de la peine, là, mais c'est ça que je suis. Puis je suis malheureuse si je le fais pas. Puis tous mes livres ont porté là-dessus, du premier jusqu'au dernier, puis même là, moi, sur lequel je travaille, c'est encore ça, c'est de découvre qui tu es, puis deviens cette personne-là, parce qu'on est tout le temps en train de suivre un chemin. Puis je pense que c'est peut-être pire chez les filles, parce qu'il y a toute une partie d'éducation qui m'énerve. Mon Dieu, que je me suis rebellée. Je me suis toujours rebellée contre ça. Puis en dedans, tu sais, parce que j'étais la fille à la maison, j'étais l'aînée. Donc tu t'occupes de tes frères, tu fais le ménage, tu fais la bouffe. Il y a toute cette
on élève les filles comme ça, là, puis s'occuper. Puis dans un party, tu sais, il y a une grosse fête de famille, là, qui c'est qui fait le service, puis qui remplit les assiettes, puis qui a préparé le repas. Les gars sont tous assis là comme, oh, que ça m'énerve. Alors prendre le contrôle de ça, puis de dire, c'est pas obligé, c'est une convention, c'est pas obligé, puis je suis pas obligée de faire ma vie comme ça. Puis tous mes romans ont porté sur ça parce que ça a été pour moi une grande prise de conscience de dire aussi, je vais pas, ben tu sais, je devais devenir ingénieur. Je suis pas devenue ingénieure parce que rendu à l'université, j'ai dit, wow, je pense que c'est pas moi qui voulais devenir ingénieure, tu sais, parce que c'était tellement pas ma place. Mais tu sais, le chemin est tracé parce que les autres te poussent comme ça, de tous les côtés, les profs, les parents, ça te mène dans un chemin. Des fois, le conjoint aussi trouve que c'est un bien bon chemin, tu sais, là. Puis là, à un moment donné, tu dis, oui, mais c'est parce que, une minute, là, c'était peut-être pas mon chemin, mais si on s'arrête jamais pour se poser la question, parce que on est juste poussé, parce que, tu sais, à partir du moment où on est des enfants, ça va vite. Ça va vraiment vite, puis on n'a jamais de moment de questionnement et tout ça. Alors, quand on l'a, à un moment donné, puis on dit, bon, qu'est-ce que je veux faire vraiment? Ben, des fois, ça change. On est obligé de faire d'autres choses, puis il faut savoir ce qu'on veut. Tu sais, est-ce qu'on veut faire ce qu'on veut faire, ou bien est-ce qu'on veut plaire? Et c'est là l'affaire. Si on veut plaire, on ne sera pas heureuse. On va être plaire. Tant aussi longtemps qu'on va plaire, on va être content. La journée où les gens vont trouver que finalement, c'est pas encore assez, bien là, on va être malheureux. Oui. Là. Alors que si on est heureux dans ce qu'on fait, parce que c'est ça qu'on voulait faire, ça fait toute la différence. On n'a pas besoin de plaire, que ça plaise aux autres autour. Puis je me souviens quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai laissé mon emploi, parce que j'ai fait un peu le saut dans le vide, parce que mon premier livre a fonctionné, mon deuxième aussi, je dis ok, je fais juste ça. Je me souviens, ma fille était jeune ado, puis elle me disait, en tout cas, moi je serai jamais écrivain parce que j'accepterai jamais volontairement d'être pauvre, parce qu'on n'est pas riche. Tu sais, comparé d'un salaire de prof, puis le salaire d'écrivain qui commence, là, oh misère, méchant saut. Mais maintenant, elle est très fière de ça, puis elle est très contente que j'ai continué là-dedans. Mais je te jure qu'au début, elle n'était pas contente de ça. Je dis, écoute, tu manques de rien. Tu sais, là, puis bon, on n'avait pas de télé. Mais tu sais quoi, j'en ai pas encore maintenant, puis je gagne bien ma vie, là. J'ai pas plus de télé. C'est vrai, j'ai coupé dans le gras à ce moment-là en disant, OK, c'est important pour moi de faire ça. Puis je lui disais, quand tu vas être rendu à un âge où tu vas décider ce que tu veux faire de ta vie, tu voudras pas que ce soit les autres autour qui décident de ce que tu vas faire de ta vie. Tu as envie de faire la tienne, tu en as juste une. Bon, elle était jeune. Pas sûre qu'elle avait compris toute cette partie-là, tu sais, mais moi, j'étais rendue là. Moi, je l'avais compris, qu'il y en avait juste une, qui n'avait pas de retour en arrière, elle ne pouvait pas reculer pour aller changer des affaires. C'était quand je vais arriver au bout, puis c'est fini. C'est que c'est important, puis c'est ça que je voulais écrire, alors, ben, c'est ça que je fais. Alors, mes personnages font tous cette prise de conscience-là, à un moment ou à un autre, dans tous mes livres, mais on l'a fait de différentes façons, hein. Il y a différents événements qui viennent. Dans mon cas, ça a été la mort de mon ami, mais ça peut être plein d'autres choses où on a un coup de batte de baseball dans le front, je dis souvent. Là. Oui, tout à fait. Mais faire un saut dans le vide, comme tu as fait, il y avait sûrement plein de peurs qui étaient présentes. Mon Dieu, j'ai pleuré pendant une semaine avant de laisser ma permanence. Parce que j'avais une permanence, j'avais un fonds de pension, j'avais un beau salaire. La sécurité. Ah oui, j'avais la sécurité. J'avais le confort, parce que, puis c'est ça, puis j'avais la permanence, puis je possédais plein de choses, tu sais, puis je te dirais que c'est un peu de faire le choix, parce que notre besoin de sécurité, de confort, de biens matériels, souvent on va renoncer à notre liberté en échange de ça. Tu sais, en échange d'être en sécurité, puis d'être confortable, puis d'avoir toutes les choses qu'on veut, quand on veut, on va renoncer à notre liberté. Puis, ce qui a fait que j'ai fait le saut, puis que j'ai vraiment fait le saut de l'ange sur le bord d'une falaise, c'est Ray Bradbury qui a dit, tu sais, faut des fois pas écouter l'intellect, suivre son cœur, se tirer dans le vide, puis se bâtir des ailes dans la descente avant qu'on arrive dans le fond de la falaise, là. Ben, c'est ça, c'est toujours c'est un acte de foi. Oui. En fait, c'est vraiment un acte de foi. La foi en quoi, selon toi? En soi-même. En soi-même, dans le sens que je veux faire ça et j'ai pas besoin de la sécurité, des biens personnels, puis du confort. Je suis capable de vivre sans. Et quand j'ai fait la route de Compostelle, je vais te dire, t'apprends très vite que t'as pas besoin de confort. Parce que tu dors dans des lits de camp, des fois tu dors avec des punaises et tout ce que tu voudras là.
T'as pas besoin, tu sais, pour être heureux, je veux dire, là. Puis t'as pas besoin de tous tes biens personnels, même que tes biens personnels sont un fardeau sur la route de Compostelle, parce que t'arrêtes pas de vider ton sac puis d'en enlever à tous les matins. Tu dis, qu'est-ce que je pourrais enlever dedans? C'est tellement pesant. Puis la sécurité, si tu veux être très en sécurité, tu vas tout réserver comme Mireille, réserver toutes tes chambres d'hôtel jusqu'au bout. Mais là, tu n'as aucune marge de manœuvre. Ouais. Tu es obligé de continuer tout le temps de faire exactement ce plan-là. Alors là, tout à coup, tu rencontres des gens, tu ne peux pas les suivre, tu es fatigué, tu es blessé, tu ne peux pas arrêter, tu n'es plus libre. Puis je pense que, quand je te disais tantôt, tu sais, que la route de Compostelle, c'est un peu un condensé de la vie, ben si tu la prends sur le long terme, la vie, ça ressemble un peu à ça. Tu sais, on va renoncer à plein de choses par confort, par sécurité, parce qu'on veut avoir des choses, là. Je pense que le Yukon m'a fait beaucoup de bien par rapport aussi à ça, parce qu'au Yukon, je dis souvent quand je vais avec des amis d'ici que j'amène là-bas, je dis là, si tu prends pour acquis que tu ne seras jamais confortable, tu ne vas jamais bien manger, tu vas apprécier ton voyage. Si tu penses que tu vas être confortable et que tu vas bien manger, ton voyage va être un calvaire parce que tes attentes sont trop élevées par rapport au Yukon. C'est pas pour ça qu'on va au Yukon, c'est pour la grande liberté. Alors, c'est un ou l'autre. Ou tu es libre ou tu fais ça. Puis, c'est vrai que c'était un saut de l'ange dans mon cas parce que je ne savais pas, j'aurais pu me planter, ça aurait pu ne pas fonctionner. J'ai mis tous mes œufs dans le même panier. Et quand j'ai fait un voyage en Nouvelle-Écosse jusqu'à l'île du Cap-Breton pour faire le livre Les 2 saisons du Faubourg, j'ai rencontré le propriétaire d'une auberge où je suis restée, qui avait un restaurant aussi, qui s'appelle le Yellow Cello, je l'ai mis dans le roman. Et il s'appelait Bill. Puis on a jasé de ça parce qu'il m'expliquait, je disais, bon, c'est un superbe hôtel au bord du lac, mais il n'y avait pas grand monde. Il y a eu un bout, il y a eu gros du tourisme. Puis, alors lui, je lui disais, c'est une espèce de flair où lui, il a ouvert avant, tu sais, puis là, il est encore en affaires, il y en a d'autres qui fermaient. Et il me disait, tu sais, il dit, lui, c'est le même saut dans le vide que l'artiste, là. Mais lui, c'est l'homme d'affaires. Ouais. Il dit, si tu ne mets pas 100% de tout ce que tu as dans un projet, tu ne sauras jamais si ça aurait fonctionné. Si tu en mets juste 80, parce que tu dis, oh, moi, je vais garder un petit 20 à côté au cas où, puis que ça foire, tu ne sauras jamais ce que ça aurait donné si tu avais mis 100% dedans. Alors, il ne faut pas avoir... Pour lui, c'était la précaution, si tu veux, ou la retenue, ou être un petit peu prudent. La prudence, c'était suicidaire en affaires parce que ça te forçait à toujours avoir un backup. Mais le backup, si tu ne le mets pas dedans, tu ne le sais pas. Peut-être que ça aurait pris juste ça pour que ça marche. Ouais. Puis, tu vois, en art, c'est souvent ça aussi. Puis tu sais, j'ai fait une carrière d'enseignante de 12 ans. Puis après ça, j'ai pris une année sabbatique pour écrire mon tome 2, puis voir de quoi ça avait l'air. Puis après ça, c'était OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à écrire à temps partiel ou bien je me mets à 100% dedans? Et c'est tellement ce que je voulais. Puis, bon, j'avais eu un bon succès en partant. Là, les gens ont beaucoup aimé ce que je faisais. Puis j'y croyais vraiment, vraiment beaucoup, là, tu sais. Mais je me disais, j'ai mon brevet d'enseignement. Si ça ne marche pas, j'irai faire autre chose ailleurs, je me trouverai un autre emploi, tu sais. C'est comme ça que je l'ai vu. Je dis, je vais y mettre 100%, puis si ça ne marche pas, ben, je saurai que j'ai mis 100% dedans. J'avais même pas rencontré Bill encore. J'avais 30 ans, 32 ans quand j'ai fait ça, puis je m'étais dit, OK, je vais voir si ça à 35 ans. Puis j'avais pas de modèle de ça, parce que mes parents ont eu des vies beaucoup plus rangées, tu sais. Moi, c'était comme, une espèce d'énergumène d'artiste, là. Il paraît qu'on nous pardonne tout parce qu'on a notre vision du monde, là. Mais c'est ça. Alors, j'ai mis 100% dedans en me disant, au pire, je retournerai enseigner quelque part d'autre, j'ai mon brevet. Puis j'ai jamais eu besoin d'y retourner, puis je suis quitté l'école le 30 juin 2003. 30 juin 2003, et depuis, je fais juste de l'écriture. J'ai 14 romans. Wow. Mais c'était vraiment un saut dans le vide. Mm-hmm. Mais tu sais, pendant que je descendais, là, j'étais en train de bâtir mes ailes avec 100% de ce que j'avais en disant, OK, le fond il est là, je le vois arriver, il faut que je travaille. Puis ça a fonctionné. Ben, c'est philosophique, je vais dire, mais c'est une façon de voir la vie aussi. Là. C'est ça que je voulais faire. Mm-hmm. Alors. Est-ce que tu crois en quelque chose de plus grand que toi? Je suis obligée de te dire qu'il y a beaucoup de chance dans ma vie. j'ai été élevée dans un monde de sciences athée. Mm-hmm. Et quand on a une formation en sciences, dans les années 80, c'était vraiment très athée. C'était vraiment, la science va tout expliquer et l'ensemble de ça. Et quand j'ai commencé à écrire
veux pas, c'est comme un changement de paradigme, une façon de changement de vision du monde, parce que ce que je vais écrire n'existe pas avant que je l'écrive. Hein? Donc, on est dans la création. Et j'étais obligée de voir quand je suivais une intuition, mon instinct, il arrivait plein d'affaires vraiment bizarres sur mon chemin qui étaient tout le temps les bonnes affaires. Puis j'étais capable de sentir quel chemin je devais prendre. Tu sais, le prix Clich que j'ai eu pour mon premier roman, c'est niaiseux, mais c'est un bel exemple. Je leur ai soumis mon livre l'année d'avant, l'année d'après, j'aurais jamais eu le prix Clich. Parce que les membres du jury, c'était pas des gens qui pouvaient voir la valeur du roman historique. Ah, ouais. Alors, j'ai soumis cette année-là, et par hasard, parce que je suis allée à la librairie après avoir posté tous mes manuscrits aux maisons d'édition, et qu'à la librairie, il y avait le petit coupon, puis là, j'avais mon manuscrit dans les mains, puis je dis, bon, pourquoi je ne l'essayerais pas, tu sais, j'ai ramassé. Mais vraiment, là, une intuition, une pulsion très, très, très soudaine à dire, j'ai ramassé le coupon, je suis retournée au bureau de poste, il y avait une photocopie, j'ai photocopié mon manuscrit, puis à la maison, j'ai juste fait changer mon nom, parce que ça prenait un pseudonyme, là, puis mis ce que ça prenait sur la page principale, rembrouillé ça. Mais c'était tellement... J'aurais envoyé mes romans, mes manuscrits à n'importe quel autre mois, si c'était pas les mois d'inscription pour le prix Clich, tu sais, il n'y aurait pas eu le petit papier sur le bord du comptoir, là. Alors, c'est un peu cette capacité-là de suivre l'intuition. Et là, sur quoi elle est basée, l'intuition? J'ai aucune idée, mais chose certaine, c'est pas rationnel. Tu sais, si je l'analyse, j'analyse tous les grands moments marquants de ma vie avec le côté rationnel, il n'y a rien qui marche. Parce que c'est pas rationnel, les choses, la façon de prendre ces décisions-là, sauf que ça fait un chemin qui est extrêmement harmonieux, qui est plein de surprises, mais pas trop de heurts. Ça évite pas les malheurs, puis toutes ces choses, tout le monde en a, mais ça change la vision qu'on a de ces choses-là. Ils font partie de mon chemin. Puis, alors, oui, je pense que maintenant, à force d'écrire qu'il y a quelque chose de plus grand, je peux pas te donner de nom à ça. Je peux juste te dire que quand je vois les choses qui arrivent en avant de moi, puis je me dis, tabarouette, tu sais, ça arrive juste là. Alors que, tu sais, il y a des moments de notre vie, là, et moi, je me souviens des moments de ma vie difficiles où c'était une bad luck après un autre, après un autre. Là, je me disais, non, mettez-en plus, la cour est pleine, puis il y en avait un autre qui arrivait. Tu dis, non, mais ça va-tu me lâcher? Pourquoi ça s'acharne là? Puis, après ça, d'autres moments, je te dirais, c'est ça, où mes préoccupations ne sont pas matérielles, ne sont pas du confort, ne sont pas d'acheter les choses, qui sont vraiment dans l'immatériel, dans la création, dans le bonheur tout simple de jouer dans mon jardin, tu sais, là. Je vais te donner un exemple, bon, tu sais, j'ai perdu mon chien il y a 2 semaines, et ça fait un vide immense. Puis là, je me cherchais une autre race de chien, puis là, j'ai appelé une dame, puis ça fonctionnait pas bien, puis ça cliquait pas. Et puis, il y a 3 jours, je fouillais sur Internet, puis là, j'ai trouvé une éleveur de caniches géants dans le bout de Québec. Puis là, je l'appelle, puis elle dit, vous êtes tellement chanceuse, j'avais 6 réservations, parce que d'habitude, sa chienne, elle donne 6 chiots au monde. Samedi soir, elle en a mis au monde 12. Il y en a 2 qui sont morts. Elle dit, ben j'ai des 3 morts puis une petite femelle. Puis ça a fait tellement, oui, c'était ça! C'est pour ça que je vous appelle, je veux la petite femelle. Ah. Et vraiment, elle dit, vous êtes tellement chanceuse parce que si j'avais appelé plus tard, il aurait tous été réservé, elle les aurait tous vendus. Ça a donné que j'ai appelé là. Je pouvais pas savoir que son chien avait sa chienne avait mis des petits au monde, mais c'est comme juste le bon moment, là. Tu sais, là, juste à l'intuition, parce que je tournais en rond dans la maison, parce que je cherchais mon chien partout, qui est plus là, parce qu'il était toujours dans mon bureau avec moi, il était tout le temps avec moi, alors là, ça a fait un grand vide. Et c'est vraiment juste à l'intuition, puis j'ai besoin de rien. Hein? Une fois qu'on a fait la route de Compostelle, ou qu'on est allé assez longtemps au Yukon, on sait qu'on n'a pas besoin de grand-chose dans la vie pour vivre. On a vraiment besoin de très peu. Moi, j'ai des amis qui vivent pas d'eau courante, pas d'électricité, dans une cabine qui est grande, à peu près 2 fois comme mon bureau, tu sais, puis ils sont très heureux, puis ils sont très bien là-dedans, puis je comprends tout à fait, tu sais, j'ai écrit Yukonnaise pour exprimer ça, comment on peut arriver à vivre de contentement dans un espace plus réduit, dans un climat qui est plus extrême, avec très peu, mais avec beaucoup de sens de réalisation personnelle. Alors, cette intuition-là remplace, si tu veux, le raisonnement rationnel. Il ne va pas remplacer pour tout, là, tu sais, là, je fais pas mes comptes en payant. Ben là, aujourd'hui, je paye tel compte, tu sais. Mais de là à franchir le pas entre qualifier cette intuition ou de croire qu'il y a vraiment quelque chose qui est mis en place dans l'univers pour te soutenir dans ce que tu fais,
Mais là, ce serait penser que je suis vraiment privilégiée dans l'univers, je pense pas. Je pense que chaque personne est là. Mais je pense que peut-être en tant qu'artiste, on a une sensibilité qui est autre, là, tu sais, là, quand on l'écoute, là, tu sais. Puis, je suis obligée d'admettre que il y a comme des morceaux qui se mettent devant moi. Je peux pas, ce serait complètement, même au niveau rationnel, ce serait faire preuve d'irrationalité que de dire non, c'est tout du hasard. Écoute, à un moment donné, tu vois les choses arriver, tu te dis, mon Dieu, que je suis tellement chanceuse, là, tout à coup, tu sais, faut toucher du bois parce que ça se place vraiment tout bien. Alors disons que ça m'a rendu de athée à agnostique. Okay. Tu sais, là, de la fille qui était hyper rationnelle avec fondement en sciences, parce que, tu sais, je suis rentrée à l'université pour devenir ingénieure, vraiment très, très scientifique, à la personne qui sait pas trop, mais qui doute juste parce que son monde est pas aussi clair et tranché. Tu sais, là, le monde n'est pas aussi clair et bien défini que je pensais qu'il était. Puis sur la route de Compostelle, ça, on est obligé de le voir. Et c'est répertorié. Tu jases avec des gens qui l'ont déjà fait. Ils disent, il se produit des affaires tellement bizarres sur ce chemin-là. J'en ai parlé dans le roman un peu mais il y en avait encore plus, là. Tu sais, il y a des affaires vraiment... tu te dis, mais ça se peut pas, là, tu sais, que ça arrive comme ça. Tu rencontres quelqu'un, puis vous avez plein de points communs, là, tu sais, puis on fait un bout de chemin ensemble. Des points communs, mais des fois des personnes qu'on connaît, là, tu sais, là, tu te rencontres ça à l'autre bout du monde, là, tu sais. Puis la même chose avec le Yukon, là, tu sais, rencontrer quelqu'un qui est allé à l'école avec le mari de ma meilleure amie, puis qui a vécu dans le même village. Là, je suis à 6000 km, là, tu sais, c'était... Oui, il y a des explications pour toutes ces coïncidences-là, des explications très rationnelles, là, mais j'aime ça, penser que je me laisse porter dans le courant plutôt que je suis en train de ramer dans le sens contraire. Tu sais, là. Ça rend la vie plus facile aussi. Tu sais, là. Dire oui, je me laisse porter dans le courant, c'est correct. Je ne vais pas me battre si c'est pas si important. Tu sais, je ne vais pas me battre pour plus de confort, pour plus de sécurité, puis pour plus de biens matériels. Je vais me battre pour faire ce que j'ai envie de faire. Alors, si le courant il s'en va dans ce sens-là, dans le même sens que moi, ben, je ne suis pas niaiseuse, là, je ne vais pas me battre contre. Là. On s'en va tout le monde à la même place.